quand tu regardes des copains, c'est facile de dire oui, mais c'est vrai que quand tu étais petit, on voyait que tu pouvais être entrepreneur. Moi, je crois pas. Moi, franchement, je crois pas. C'est simplement que j'ai été dans 2 entreprises, j'ai été hyper mal géré, pour le coup. Et je pense que si j'avais été bien géré, je serais resté dans les entreprises dans lesquelles j'étais. En fait, c'est ça l'entrepreneur, c'est d'identifier le plus de branches possibles de ton futur, de calculer la probabilité, ou pas le calculer, mais en tout cas d'estimer la probabilité, et d'aller dans une direction et d'embarquer les gens dans la direction. Moi, ce qui m'éclate, c'est la même chose finalement que ce que tu fais avec les enfants, c'est l'aspect de la transmission. Ouais. Moi, ce que je trouve génial, c'est de me dire que, à mon petit niveau, quelque part, il y a une partie de gens à qui j'ai apporté quelque chose qui fait que j'ai un peu impacté, changé leur vie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. Pour soutenir la chaîne, je vous encourage à vous abonner. C'est simple et rapide, mais ça nous aide vraiment à vous proposer des pauses de qualité chaque semaine. Merci encore et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il y a ceux qui suivent des voies toutes tracées et puis il y a ceux qui osent bifurquer, prendre des risques et définir leur propre trajectoire. Mon invité du jour fait partie de cette deuxième catégorie. Après des débuts dans le conseil, il aurait pu se contenter d'une carrière toute faite. Mais il a préféré l'entrepreneuriat avec un objectif clair, transformer en profondeur le monde du conseil. À la tête d'un groupe international, il accompagne aujourd'hui les entreprises et leurs dirigeants à naviguer dans un monde en perpétuelle mutation. Un parcours marqué par l'audace, des choix forts et quelques paris un peu fous qui va nous raconter le temps d'une pause. Bonjour, Olivier Bouran. Bonjour Alexandre. Tu vas comment ? Eh ben ça va super bien, comme d'habitude. C'est ça ? Ouais, toujours. Mais c'est pas possible qu'on aille toujours bien. Enfin, le principe de la vie, c'est que c'est l'image que tu donnes parce que tu es un leader, parce que tu es un dirigeant, parce que tu es un papa, parce que tu es un mari. C'est cette charge mentale que tu donnes ou est-ce que quand même 99% du temps, tu vas bien ? Ouais, 99% du temps, je vais bien. Moi, je suis un éternel optimiste, je suis un grand enfant et je suis content, toujours. Alors, ça évidemment, de temps en temps, tu peux avoir des moments un peu plus durs, mais non, je suis toujours content. C'était quoi, toi, ta réussite pour dire, tu sais quoi ? Je vais bien, tout va bien, tu sais, le... Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que je suis assez simple, en fait. Je me complique pas trop la tête. En fait, est-ce que tu te poses souvent ces questions ? Non. Non. Je suis assez simple, je me complique pas la tête et je prends les choses comme elles viennent. Après, professionnellement, j'ai quand même... On a eu des choses qui étaient hyper difficiles et donc du coup, après, tu relativises, tout est simple, en fait. Et puis finalement, quelque part, si tu réfléchis bien, en fait, si tu as un problème, soit tu as une solution, donc il n'y aura plus de problème, soit tu n'as pas de solution et ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien. Et puis, comme de tout, tu vois, dans chaque problème, tu as forcément, c'est ce que tu disais, vers un moitié une opportunité qui en naîtra. Et puis, en fait, à la fin, ça finit par bien se passer, quoi. C'est comme ça. Quand je lisais des choses sur toi, je lisais des choses très, très positives, et dont plusieurs d'ailleurs, qui disaient Olivier avec son physique d'acteur américain. Donc, on te l'a souvent dit, ça. Est-ce que tu t'en as joué pour gagner un client ou pour... Non ? Non, pas du tout, je crois pas. Bonjour. Non, pas du tout. Et toi ? On parle de toi ici. C'est pareil, tu vois. Non, a priori, c'est pas le... Non, c'est pas le jeu. Tu sais, quand tu fais du B2B dans le monde du conseil et que tes clients, ce sont le Fortune 1000, a priori, c'est pas la qualité numéro 1 que les gens attendent de toi. Quand il y a un fun fact que les gens ne savent peut-être pas, même dans ton organisation, c'est que tu étais un fan et tu as même fait les championnats de France de baby-foot. donc, je suis content de voir qu'il y a un vrai fan de baby-foot ici. Et donc, tu étais à fond. À fond. Ah, mais vraiment à fond. Genre seconde, première, terminale, je suis pas allé à l'école, genre 5 heures par jour, je séchais les cours pour jouer au baby-foot. C'était du grand n'importe quoi. Ce qui fait que d'ailleurs, j'ai eu des notes mais catastrophiques. Donc j'avais des moyennes qui étaient vraiment pourries. Et j'étais pris à peu près nulle part en terminale, sauf, coup de chance, que ma mère m'a enfermé pour bosser. Donc
j'ai passé le bac. Merci maman. Exactement, et pendant un mois, elle m'a fait vraiment bosser à fond. Donc j'ai eu un très bon bac. J'ai eu 20 en maths, 20 en physique, et puis je crois que c'était pas loin aussi en bio. L'histoire géo cata. Et donc du coup, grâce à ça, j'ai été pris au seul endroit qui prenait sur le bac, qui était l'INSA. Voilà, terminé. Qui est école d'ingénieur. Donc il y a quand même, donc, là, ça donne un peu d'espoir pour certains parents qui voient leur enfant aimer quelque chose qui était un peu éloigné, parce que je pense que c'était assez éloigné de ce que tes parents pouvaient apprécier, le baby-foot. Oui, je te confirme. Hein oui. Bon, avant, il y avait les jeux vidéo. Hein. Oui. Où là, pour le coup, j'étais vraiment dedans à fond aussi. Donc, tu as eu un Commodore 64 à 8 ans, donc très jeune, tu as eu un Qu'est-ce Commodore. Que t'es bien renseigné. Donc, tu as vu ce Commodore. Donc là, c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas, hein, c'était les premiers ordinateurs personnels, hein, parce qu'il y avait les Atari et les Commodore. Toi, tu te retrouves ça. Il y a une relation aussi, parce que ton papa était ingénieur aussi, donc il y a un côté, il y a quelque chose qui vous rapproche quand même même si à l'époque du code ou des choses un peu. Clairement. Et donc, tu as ces passions très tôt. Mais c'est pas tu passes quand même tes journées entières à faire ce baby-foot, ce qui est intéressant pour le futur. Oui, je sais pas si ça m'a servi beaucoup. C'est à peu près le seul truc où je peux dire que j'ai vraiment excellé à un moment. T'as fait championnat de France, ça existe vraiment, hein, c'est ça. Ouais, t'as une licence. Il faut que je retourne. Je crois que je dois avoir la licence, la Fédération Française de Baby-Foot, FFBB ou un truc comme ça. Ça existe vraiment. Ouais, ça existe vraiment. Ouais. Il faudrait que je la retrouve. Je dois l'avoir quelque part qui traîne. J'ai retrouvé la dernière fois mon examen de bac de français. J'ai un peu de examen de baby-foot, j'aurais adoré. Et non, j'ai présenté la soupe aux choux quand même. De René Fallet. Fallait le faire quand même. La note, c'était combien ? 15 à l'oral, 13 à l'écrit. Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. Ou l'inverse plutôt, 15 à l'écrit, 13 à l'oral. Et donc là, on est sur ces moments-là où tu fais... tu te fais aussi plaisir, tu vas terminer dans une école. Tes parents, à part ta maman qui à un moment a dû siffler la fin de la récré, ils étaient assez cool dans ces cas-là. Et tu faisais un peu ce que tu voulais ou non, pas comme ça qu'on peut dire. Non, je suis parti de chez moi assez tôt quand même. Hein. Dès que t'as pu. Oui, je suis parti. Je devais avoir 18 ans. Ah non, j'ai claqué la porte de chez moi. C'était en première année d'école d'ingénieur. Je suis parti de chez moi. Dès que tu pouvais, en fait. Oui, disons que c'était aussi un peu conflit direct. Un jour, je claque la porte et je m'en vais. Voilà. T'es jamais revenu. Non. Voilà. Conflit avec mon père, plus jamais revu, plus jamais parti de la maison. Voilà, exactement. Et j'avais 18 ans. Je suis allé vivre chez les copains. Plus jamais revu ? Jamais. C'est-à-dire 18 ans, depuis 10 ans, tu n'as jamais revu ton père qui est décédé depuis ? Exactement. Ça, tu l'avais pas celle-là. Je savais qu'avec ton papa, c'était compliqué. Tu l'avais jamais revu ? Non, pas du tout. Ça t'a jamais manqué ? Pas du tout. On choisit pas ses parents, en fait. En l'occurrence, son père, parce que j'aime beaucoup ma mère. Mais voilà, non, on choisit pas ses parents. Et je trouve que c'est important pour toi qui as des enfants, moi aussi. C'est important de comprendre que nos enfants... nous, on a un amour inconditionnel pour nos enfants. Nos enfants n'ont pas forcément un amour inconditionnel pour nous. Ça se gagne, en fait. Ouais. Et toi, ce qui était bien de cette manière d'avoir une relation si distanciée avec ton papa, ou inexistante à la fin, c'est que tu as pu créer l'image que tu aurais aimé avoir de toi-même avec tes enfants. Donc, vous avez 4 enfants avec Annabelle, ton épouse, et donc tu as pu à peu près, tout en sachant qu'on draft, hein, on fait beaucoup de choses, on se trompe, mais au moins tu as pu essayer d'imaginer ce que tu aurais aimé avoir. Probablement, ouais, probablement. Après, en fait, tu sais, malheureusement, il y a que on le saura que quand ils auront 40, 50 ans ou plus, si on a à peu près réussi avec eux, en fait, jusqu'à... Ton plus grand à 25, 24, 25 Arthur va avoir 25 en octobre, ouais, donc et Charlotte va avoir 18 ans. Tu commences à voir un samedi. petit peu, tu commences à voir, Charlotte qui est la petite, tu commences à voir à peu près quand même. Tu sais pas. Non, franchement, je pense que la capacité qu'on leur donne à se construire, à être heureux, ne pourra se mesurer que quand ils auront 40 ou 50 ans, quelque part. Donc, tu as de la chance. Tu fais INSA, qui est une très bonne école d'ingénieur. Ouais. On ne peut pas dire là-bas que tu travailles énormément, parce que tu es plutôt à essayer de monter les grands événements. Les grands événements, tu crées quand même, tu passes du temps à monter ces événements. Mais ce n'est pas uniquement pour ça. On voit que tu as une vraie volonté très tôt de créer, de développer. Tu as une énergie, je pense qu'on le voit, et on va le voir pendant, qui est assez débordante, cette pile atomique. C'est fatigant. Exactement. Pour tes proches, moi ça va. Et ma femme aussi d'ailleurs. Ta femme aussi. Bon, ça fait ma femme aussi est fatigante, c'est ce que je veux dire. Ah d'accord. Oui, elle a la même énergie. Donc on est fatigante pour l'environnement qui est le nôtre. Peut-être que ça vous annulez quand vous êtes tous les deux à vous balader sur votre vélo une fois par an. Peut-être que ça calme l'un avec l'autre. Mais la question qui se passe, c'est sur les études. Tu fais l'INSA, oui. Ça suffit pas. Tu fais un MBA à Lyon, donc tu termines donc cette très bonne école de commerce qui est le M Lyon. Oui. Pour toi, c'était nécessaire, c'était obligatoire. Tu savais que d'une certaine manière, il fallait que tu excelles sur les diplômes pour arriver à où tu es, ou tu n'avais aucune idée, ou tu t'es laissé juste aller jusqu'à l'étape du MBA.
Ah non, moi, en fait, si tu veux, je me suis retrouvé en école d'ingénieur, alors qu'en fait, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Et j'ai passé 5 ans d'études à pas vraiment aimer ce que je faisais, à part l'informatique. Et encore, j'aimais bien la surface, tu vois, dès qu'il fallait rentrer plus loin, voilà. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'associatifs, j'ai fait des stages, et pendant les stages, je me suis rendu compte que le monde de l'entreprise en général me plaisait plus que le monde de la technique. Et à l'époque où, aujourd'hui ça peut faire sourire, mais en 96, quand je suis sorti de l'école, on m'a même interdit d'aller faire un MBA, parce qu'un ingénieur, il doit être technicien. On n'était pas formé sur les matières faire des commerces, de l'humanité, mais jamais, mais même, pas d'économie, pas de rien d'autre que la technique, et on était là pour faire des ingénieurs. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, heureusement d'ailleurs. Mais pour le coup, tu vois, j'ai eu par exemple mon diplôme du MBA, et je l'ai eu 2 ans après mon diplôme d'ingénieur, parce qu'ils m'ont fait refaire mon projet de fin d'études, parce qu'ils voulaient pas me le donner. Mon diplôme. On va te punir. Ouais. J'avais choisi, alors pour la petite histoire, mon projet de fin d'études en 95. C'était chez Ron Poulenc, et c'était l'impact des 35 heures, puisque les 35 heures venaient d'arriver, sur l'organisation du temps de travail. Et on m'a dit, non Olivier, t'as pas compris, toi tu vas faire l'étude comparée du bus PCI et du bus VME, qui sont les 2 bus, tu sais, que tu mets dans une machine. L'horreur, quoi. J'en ai pleuré. Je crois que c'est une des rares fois de ma vie, j'ai pas souvent pleuré, mais où j'ai pleuré de ce truc-là. Ma femme s'en souvient encore, et pendant 2 ans, fait que je refasse ça, il n'y avait pas de ChatGPT ni Mistral. Ouais. Il fallait vraiment le faire toi-même. Ouais, c'est ça. Donc là, on parle d'Annabelle, puisque vous rencontrez ce qui va être aussi un point central de toute ta vie, c'est que tu as rencontré très jeune ton épouse, puisque c'est même elle qui t'aidait à finir les fins de mois, parce que tu avais quitté, comme on a compris, tu avais quitté la maison, et en gros, tu n'avais pas grand-chose, tu étais étudiant, et elle était avec juste quelques années de plus, et elle commençait déjà à travailler, donc vous étiez ensemble, et donc c'est une super histoire. C'est vrai que souvent, des personnes qui se rencontrent aussi jeunes, et qui sont ensemble quelques années après, ou plusieurs dizaines d'années après, c'est assez rare. Ça peut arriver chez certains sportifs où très tôt ils se mettent ensemble et ils construisent pour rien. Moi, j'ai rencontré ma femme au lycée, donc je comprends évidemment le bonheur que ça peut être. Toi, à quel point tu penses que ça a été structurant, ça a été une des raisons de ta réussite, de trouver cette âme sœur très tôt? Alors, déjà, t'as raison sur les artistes, enfin sur les entrepreneurs, les sportifs, pardon, j'ai pas fait le rapport, mais t'as raison. Si tu penses, Djoko et Yelena sont rentrés très tôt aussi, Joe Wilfried Tsonga aussi. C'est vrai que c'est une bonne remarque, ouais. Et du coup, ça crée une cellule protectrice. Ouais. Alors, quand j'ai rencontré, moi j'avais 21 ans, elle en avait 26, mais j'étais déjà en fin de mes études, donc si tu veux, c'est pas non plus comme si c'était au lycée. Voilà. Après, oui, c'est hyper structurant, parce que ça apporte des choses différentes, et donc c'est l'espèce d'équilibre qui est compliqué à avoir, qui est finalement le niveau de différence qui est tolérable et qui met une contrainte qui fait progresser versus le niveau de différence qui est trop loin et qui fait que ça fonctionne pas. Donc oui, clairement, ça a été extrêmement utile pour moi en tout cas. Je sais pas. En fait, il faudrait qu'on fasse un jour la comparaison de lequel des deux a le plus utilisé entre guillemets l'autre pour agrandir ça. Ouais, c'est très utile. La différence est enrichissante. Moi, je pense que la réponse, c'est que si vous êtes encore ensemble et vous aimez autant que ça après autant d'années, c'est qu'il y a une sorte d'équilibre dans même ce que ça a apporté à l'un à l'autre. Donc, je pense que sinon, c'est la difficulté de rester et après, ce qui est intéressant, je me souviens d'un dîner qu'on avait fait avec un certain nombre d'entrepreneurs, dont tu dois en connaître certains, et on était 6, et en fait, on s'est tous rendu compte que nos femmes étaient artistes. Et en fait, je trouvais ça étonnant en disant, tu vois, entre l'artiste et l'entrepreneur, je veux dire, c'est pas le même monde. Et en fait, l'un des deux a dit, mais en fait, si, c'est la créativité qui est derrière. C'est pas la même forme de créativité que tu exprimes, mais quelque part, c'est cette créativité de faire des projets, d'inventer, etc., et qui rapproche clairement. Quand on parlait de diplôme, la raison pour laquelle j'étais ici sur le diplôme, c'est que aujourd'hui, on continue à parler d'une certaine tyrannie du diplôme et une volonté d'être dans les meilleures écoles pour potentiellement avoir les meilleures chances d'arriver dans les plus grandes entreprises. On a vu ça, toi et moi, il y a quelques années quand on était à l'école. On voit que ça continue à être là. Toi, comment tu le gères ça dans ton entreprise? On parlera dans pas longtemps de cet enrichissement tout, mais c'est plus large que ça. Toi qui vois tellement d'entreprises, qui a vu beaucoup de choses, est-ce que tu penses que quand tu sors de M Lyon, ou de Polytechnique, ou d'HEC, ou d'Oxford, ou d'Harvard, il y aura quand même toujours un petit coup d'avance que tu auras sur les autres. Et comment arriver à faire que ces systèmes-là ne soient pas forcément toujours des systèmes qui se répercutent? Comme tu le sais, on parlait d'Arthur. Arthur, il vient d'être diplômé de l'EM Lyon. Donc, Alexandre de l'école hôtelière de Lausanne. Et tu vois, c'est ce système-là. Comment tu penses qu'il faut encore aujourd'hui être dans les meilleures écoles pour avoir les meilleurs jobs? Oui. En fait, c'est pas les écoles qui font les gens.
Si on prend le système français, c'est la prépa plutôt d'ailleurs qui fait les gens, parce que c'est ce qui t'entraîne à quelque chose de difficile. D'ailleurs, c'est à peu près un des rares endroits au monde où tu as un système sur lequel, quelque part, c'est pas simple, c'est pas facile. On te dit pas t'es fantastique, t'es incroyable. Donc déjà, ça c'est un premier point. L'école, très franchement, c'est quelles que soient les écoles, c'est plus un loisir pendant 3 ans. Et voilà, ça apprend la vie en société, ça apprend... Le problème, c'est pas le diplôme, en fait, c'est la sélection initiale qui amène là. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un système, quel qu'il soit, qui fait une sélection que tu n'as plus à faire. Ça veut dire que sur tous les gens qui ont fait des grands parcours scolaires, quels qu'ils soient dans le monde, tu parles d'Harvard ou tu peux prendre RMIT au Vietnam, etc., ils ont été filtrés, sélectionnés, et il y a une certitude, c'est qu'ils ont une capacité intellectuelle à appréhender des concepts et des problèmes et des sujets. En général, une culture générale, en général, pas toujours, voilà. Savoir écrire, savoir parler, savoir compter, etc. Donc, tu as un certain nombre de paramètres de hard skills qui sont validés. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'extraire là-dedans la partie soft skill. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui à reproduire. C'est-à-dire que peut-être que l'AI nous aidera, je ne suis pas certain, mais comment tu fais pour les gens qui ne passent pas par les fourches codines de système pour identifier à l'intérieur de cela ceux qui ont le talent qui fait que ça finit avec des autodidactes qui font des histoires incroyables et on en connaît. En réalité, si tu regardes, la majorité des entreprises, des startups, etc., des grands succès, sont faits par des gens qui ont fait des grandes écoles. C'est regrettable, mais malheureusement, c'est parce que c'est beaucoup plus complexe pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, mais statistiquement, c'est une question de statistique. Et si tu prends à l'échelle d'une entreprise, c'est assez normal d'aller prendre un système qui diminue ton risque. C'est comme si demain tu fais du venture. Quand tu fais du venture, tous les dossiers qui arrivent, tu sais que c'est des dossiers qui vont marcher, bah, tu ne vas pas aller investir sur les 200 autres qui ne marcheront pas, sauf un qui deviendra peut-être Uber ou qui deviendra Facebook. D'ailleurs, c'est trop risqué. Mais je te remercie de le dire, parce que c'est vrai que souvent, quand tu parles avec les entreprises te disent, on sait que le modèle n'est pas parfait, mais que c'est un modèle qui nous convient, parce qu'en effet, on réduit notre risque en prenant ces jeunes de ces écoles-là. La difficulté que nous avons collectivement, je sais que c'est un sujet pourtant important, c'est comment on arrive à avoir une plus grande diversité dans ces écoles-là. Alors, il y a parfois que le prépa est en train de changer, on commence à avoir des admissions directes, ce qui peut être une majorité même maintenant. Qui peut maintenant être aussi une solution. Et on sait très bien que certains jeunes que tu connais, en famille d'ailleurs, disent « je veux plus faire de prépa, je veux aller direct dans les écoles ». Après, tu sais, on en avait parlé, moi j'ai monté cette nouvelle EdTech, nouvelle société, mais qui s'appelle Infinite, qui répond un peu à ces besoins-là, qui dit comment arriver à prendre ces jeunes qui sont exceptionnels, qui malheureusement à date ont plus de difficultés, essentiellement parce qu'ils n'ont pas un Olivier comme papa ou un Alexandre comme papa, parce qu'ils ont des plus grandes difficultés financières ou d'accès culturel à ces écoles-là. On les envoie, on leur dit, on va te financer prêt à taux zéro sans garant, tu vas rentrer dans ces belles écoles-là. Quand tu sors et que tu seras embauché par Mantoux, par McKinsey ou par Goldman Sachs, tu rembourseras. Mais tu rembourseras pas Olivier ou Alexandre, tu rembourseras la communauté. Le prochain qui financera le prochain jeune. Donc ça, c'est un modèle. Mais c'est vrai qu'il existe aujourd'hui des modèles qui n'existaient pas quand tu étais à l'école et qui peuvent arriver à permettre qu'en effet, c'est pour ça que tu disais, merci de le dire, ça n'a pas vraiment changé. C'est que le monde d'aujourd'hui est encore un monde assez élitiste et que si on veut que les leaders de demain puissent être trouvés, il faut qu'on arrive à les financer, en tout cas les amener aussi à être au même école que toi tu as pu faire. Je crois qu'il y a 2 facteurs en plus que tu peux rajouter. Le premier, c'est l'accès à l'information. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai. Tu vois, par exemple, je sais qu'on a une chez nous des dirigeantes qui est dans, on va dire, le top 20 de l'entreprise, qui en terminale était la plus brillante de sa classe, dans un petit village paumé, et qui ne savait même pas qu'une prépa existait. Elle a fini par un coup de chance en faire une. Elle a fait ensuite une des top 3 d'école de commerce en France, mais elle aurait pu aussi avoir un parcours complètement différent parce que tu n'as pas accès à l'information. Voilà. Et le deuxième point, c'est sur l'acculturation, qui est comment tu fais pour que des enfants qui soient en 3e, en seconde, avant les choix qui sont déterminants, aient accès à se dire finalement, être entrepreneur par exemple, ça me plairait. Et donc se dire, de trouver quelque chose qui te motive. Tu vois, tu reprends tout à l'heure l'INSA et le MBA. Quand j'ai fait mon MBA, ça me plaisait. J'ai beaucoup bossé. De mémoire, je crois que j'étais major de promo. En tout cas, si c'est pas major de promo, c'est dans les 3 premiers. Et c'est la seule fois de ma vie où voilà. Mais parce qu'en fait, ça me plaisait, ça m'intéressait. Et que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait. C'est parfait que tu me parles de ce moment-là. On te retrouve dans le conseil. C'est là, quelques temps après que tu sois un des meilleurs à EM Lyon dans ton MBA. Là, on te retrouve à Bruxelles, tu pars. On te retrouve à Altran. Donc là, on rentre dans ce milieu du conseil. Alors, pour les gens qui nous écoutent,
ils ne sont pas forcément tous acculturés, comme tu dis, au monde du conseil. Certainement, un grand nombre ont entendu parler de McKinsey, BCG, Bain, qui sont certainement les marques les plus reconnues et connues depuis des dizaines d'années. Mais le monde du conseil est bien plus large que ça, et tu le sais, clairement. C'est des centaines de milliers de petites organisations. Ça peut être tout seul quand tu conseilles quelqu'un à des grands groupes. Et donc là, on a aussi bien informatique, on parlait d'Altran, on peut avoir la technologie, l'engineering. Et puis, on va en parler parce que justement, c'est ça qui m'intéresse aussi avec toi. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces 10 dernières années, ces 20 dernières années dans le monde du conseil. Mais revenons particulièrement à ce moment-là. Pourquoi tu choisis le conseil ? Alors, souvent, le conseil, moi, je le vois avec les jeunes que d'Infinite, par exemple. Il y en a une partie qui veulent faire du conseil. 25% des promos veulent faire du conseil parce qu'ils trouvent que c'est un endroit assez unique où on gagne quand même bien sa vie, mais en même temps, intellectuellement, ça remplit. Toi, c'est à nouveau, tu as vu la lumière, tu t'es dit, quelqu'un m'a fait une offre un peu meilleure que les autres. C'est pire que ça. Oui, c'est pire que ça. Hein. Vas-y, ne me fais plus rêver, alors vas-y. La réalité, c'est qu'il y a une époque, il fallait qu'on fasse l'armée. Et donc, quand tu fais l'armée, soit tu faisais ton service militaire, soit tu partais en coopération à l'étranger. Et donc, j'étais depuis un an, tu vois, pour le coup, j'étais depuis un an avec ma femme. Elle allait à Paris à l'époque pour être présentatrice dans une chaîne parisienne. Et donc, j'ai cherché un endroit qui était pas trop loin. Et donc, j'avais un CSNE, donc une coopération, ce qu'on appelle le VIE aujourd'hui, pouvait pas être en France. Évidemment. Donc, j'en avais un qui était chez Mazars et Guérard. Et d'ailleurs, j'ai fait un truc qui se fait pas, puisqu'en fait, j'ai accepté l'offre qu'il m'avait fait. Et en fait, j'ai jamais prévenu que je venais pas. Et puis, j'ai eu un copain de promo, c'était en Italie. En Italie, à Milan ou à Turin, je crois. Et donc, tu vois, les choses de la vie. Et j'avais un copain de promo dont le meilleur copain était chez Altran et qui m'a dit, tiens, ils en cherchent en Belgique. Et je me suis dit, la Belgique, c'est plus près que Paris, voilà. Voilà comment j'ai atterri dans une boîte où je n'avais rien compris à ce que j'allais faire. Rien compris, mais je m'étais dit, ça marchera et voilà. Mais franchement, il y a beaucoup moins de planification, d'intelligence que l'on imagine. Et c'est le hasard des choses, quoi. Et c'est bien ce qui est beau dans nos vies, c'est qu'il y a un destin. Tu aurais fait autre chose, peut-être tu serais devenu quelqu'un de différent. Là, tu rentres dans le conseil par une voie qui est là. Donc après, les années vont passer. La passion du conseil, en parlant un peu de conseil, j'avais quelqu'un que j'aime beaucoup ici qui s'appelle Clarisse Magnin. Clarisse Magnin que tu connais, qui est la directrice de McKinsey France. Donc une référence me parlait. En fait, je lui posais la question, explique-moi un peu comment tu définis le conseil. Et je vais dire ce qu'elle me disait, je la cite. Quand on doit expliquer le métier à nos enfants, par exemple, on dit qu'on est docteur d'entreprise. Quand tu as mal aux dents, tu vas chez un dentiste. Et voilà ce qu'elle dit. Une entreprise, quand elle est en difficulté, le dirigeant qui a donc besoin de prendre des décisions avisées, il fait appel à nous, les conseillers, pour accompagner cette prise de décision. Qu'est-ce que tu en penses de cette définition ? Est-ce que tu penses que c'est pas loin de cette vision que tu as du conseil, toi ? Comment tu l'as défini, toi, quand tu demandais... c'est intéressant. Quand tu expliques, c'est quoi le conseil ? Alors, je te dis, aujourd'hui, en fait, on est les hommes de l'ombre et les femmes de l'ombre. En gros, tu as 35% de l'innovation mondiale qui n'est pas réalisée par l'entreprise qui te vend une solution. En réalité, 35% des innovations dans le monde sont faites par des entreprises qui sont externes, donc de conseil, de façon très large, à l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est complexe à comprendre. Voilà. Ça va même à tel point, je te raconte une anecdote, pendant la période du Covid, il y a une très grande entreprise en France, dans les grands comptes, dont l'actionnaire dit au PDG, écoute, c'est simple, le Covid est là, on va couper donc tous les consultants, puisque c'est facile à couper, qui représente sur une entreprise de 10 000 personnes, pour donner ordre d'idée, c'était pas loin de 4 000 personnes. Hein. Donc effectivement, tu vois... Tu économises. Et le PDG lui a dit, écoute, c'est très simple, si on arrête, la boîte, elle est morte, puisque la création de valeur, elle est quand même très significativement faite par eux. Voilà, et c'est ça. Sauf que on est des gens de l'ombre. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, notre métier ? C'est d'aider les clients à connecter, en fait, les équipes et les technos pour aller réaliser leurs projets plus vite. C'est ça, en fait, la réalité. Quelle que soit la forme que ça prenne après, tu peux faire du conseil en stratégie, en management, en raison d'être, en image. Tu peux faire du conseil en technologie, tu peux faire du conseil en informatique. Ça peut être... tu peux faire encore... tout ce qui existe dans une entreprise quelque part, c'est comment tu vas aider une entreprise à aller le faire. Et c'est ça ma définition. C'est en fait, on contribue à l'innovation technologique et l'innovation globale mondiale en étant dans l'ombre. Voilà. Donc c'est un chouette métier. Vraiment, il est génial ce métier. Mais c'est pas un métier qui est extrêmement visible, marketable et entendable. Ah ouais, d'ailleurs, il vaut mieux pas l'être. Moi, je sais que mon papa qui est rentré dans le conseil après ses études était ravi d'être dans l'ombre. Il était exceptionnel dans ce qu'il a créé, mais il était heureux
d'être dans l'ombre et d'être le conseiller consigliéré de dirigeants. Donc c'est vraiment deux métiers différents. Il faut assumer en effet cette non-visibilité. Je te remercie de le préciser. Et d'ailleurs, moi, je me souviens, personnellement, ma deuxième entreprise, ma troisième entreprise, c'est des boîtes de conseil que je monte. Parce qu'en globalement, tu n'as pas besoin de beaucoup C'était laquelle dans tout ce qui était mobile. C'était Fun Valley. Oui, exactement. Okay. C'était bien renseigné aussi. Et tout ce qui était après sur les réseaux sociaux. Mais en fait, au début, c'était vraiment, je venais voir et je dis juste, le mobile était en train de changer ton univers. De quelle manière je vais t'aider à le comprendre? Et ce que tu as réussi à faire très bien avec Mantoux, à Maris à départ, c'était d'amener des solutions technologiques pour le faire. Parce qu'en fait, dans le conseil, tu as vraiment deux sujets. Tu as le conseil et la manière dont tu vas l'implémenter. Le jour où tu es capable de faire les deux, c'est plus de travail, plus de marge, beaucoup de choses. Justement, on parle là d'Amaris, qui était le premier nom développé. Raconte-nous brièvement, mais c'est quoi ce moment? À ce moment, tu t'es dit, tu savais que tu allais être ton propre chef. Et moi, je pose toujours la question à mes camarades entrepreneurs en disant, pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un truc qui était en toi. Ça peut être parce que tu voulais être seul, tu voulais ne pas avoir de boss. C'est quoi l'histoire au départ? Pourquoi tu crées ça? Une folie ou... Non. Réfléchi? Réfléchi. Oui, complètement réfléchi. En fait, si tu veux... Moi, je crois pas. Enfin, c'est toujours compliqué parce que quand tu regardes des copains, c'est facile de dire oui, mais c'est vrai que quand tu étais petit, on voyait que tu pouvais être entrepreneur. Moi, je crois pas. Moi, franchement, je crois pas. C'est simplement que j'ai été dans 2 entreprises, j'ai été hyper mal géré, pour le coup. Et je pense que si j'avais été bien géré, je serais resté dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Et en fait, la seule erreur qu'on a fait avec moi, c'est de pas me laisser, en gros, me donner une cible, une target, d'être exigeant là-dessus, mais me laisser le dérouler, l'exécuter. Et c'est ce qui fait que je suis parti, associé à un deuxième facteur, c'est un désalignement avec les valeurs des 2 entreprises dans lesquelles j'étais avant, qui fait qu'au bout d'un moment, tu te dis, je peux, même si j'aime mon job, un exemple, par exemple. C'est quoi désaligner sur des valeurs, sur les façons de traiter les gens, sur le fait... Alors, c'est 2 entreprises cotées en bourse, et donc le profit au quarter devient l'alpha et l'oméga, et donc tu tolères des comportements avec des gens que je considère soit pas respectueux, soit voire même illégaux, ou en tout cas très excessifs, qui aujourd'hui d'ailleurs ne passent plus. Voilà. Et donc, à un moment, tu te dis... C'est des MeToo, c'est des choses comme ça que tu voyais? Par exemple. D'accord. Et donc, tu as à un moment, si tu veux, un truc où tu te dis, je suis pas aligné avec ça, même si moi, le job que je fais me plaît, les gens avec lesquels mais je suis pas aligné avec mon actionnaire ou mon CEO, voilà. Et à un moment, voilà. Et pourtant, j'avais juré à ma femme, entre ma première boîte et ma deuxième, que plus jamais j'en remonterais une, en fait. Plus jamais. Et à un moment, en 2007, je suis rentré, je lui ai dit, bon, écoute, voilà, je vais refaire, je vais remonter une boîte. Et cette fois, pour le coup, on restera indépendant, parce que je veux plus avoir les marchés financiers associés avec un système de valeurs qui dictent une stratégie d'entreprise, qui dicte des comportements. Je veux plus de ça. Donc la boîte, voilà pourquoi on est resté indépendant aussi. C'est très fort chez nous. C'est parce qu'en fait, on veut être maître de son destin, et qu'en fait, la compétence et ce qu'on fait nous-mêmes correspondent à l'ensemble, on va dire, des stakeholders que tu vas avoir dans une entreprise, quoi. C'est hyper important pour ça. Voilà comment c'est venu, mais je m'étais juré que plus jamais je le referais. Et donc t'es parti tout seul, t'es parti avec un... On est parti à plusieurs à l'époque, à Genève. On a démarré là-bas, tranquillement, tout seul, sans rien. Qui est ton premier client? BNP Paribas. Ouais. Première scène qui a signé le 9 janvier 2007, on démarre, chez BNP Paribas. Pour faire quoi? On travaille sur l'organisation, les sujets d'organisation bancaire, d'ordonnancement, de process, etc. Ça, c'est le premier client. Exactement. Qui d'ailleurs est toujours un client 18 ans après maintenant. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Mantoux, rappelle-nous, donc là, on est en 2007, tu pars avec 0, un client. 40 000 euros de capital dans la boîte. Voilà. Et d'ailleurs, non, on part pas avec un client, c'est le premier client, mais on n'est pas parti avec, en fait. Tu l'as pas, suggéré par là, pour les gens qui comprennent. Vous l'avez pas amené avec vous, vous l'avez gagné après. C'est le premier qu'on a gagné, effectivement. Raconte-nous, un peu moins de 20 ans après, c'est quoi les chiffres? Aujourd'hui, Mantoux, c'est une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. On est présent dans 63 pays dans le monde. C'est 12 000 salariés. C'est 118 ou 115 nationalités, je ne sais plus exactement. Voilà, donc ça, c'est les éléments, on va dire, chiffrés. C'est toujours une entreprise qui est indépendante, dans laquelle une partie du capital est partagée avec toi, tu es majoritaire, bien sûr. D'accord. Ouais. Toi, personnellement, tu es majoritaire. Et
il n'y a pas de... Non, on n'a jamais levé un euro, on n'a jamais eu de fonds, on n'a jamais eu personne. Oui, bien sûr, on a toujours gagné de l'argent. D'accord, non, mais c'est bien de le préciser parce que tu parles que de chiffre d'affaires. Oui, non, mais t'as raison, on a toujours gagné de l'argent. Vous ne communiquez pas sur combien vous gagnez d'argent ? Non, on ne communique pas là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils se tournent au courant chez toi, parce qu'ils sont actionnaires, non ? Oui, bien sûr, chez nous, oui, on a produit en fait, on s'est astreint, on a une hygiène, on produit un rapport annuel, comme si on était coté en bourse. On fait tous les 3 mois des présentations comme si on était, parce que c'est une hygiène de vie là-dedans. En revanche, on n'a pas les contraintes qui vont avec. Donc voilà, certains de nos clients ont tout ça, évidemment, nos équipes aussi, mais... Mais pas nous. Non. Je peux te le dire, on est suffisamment rentable que pour ne pas avoir besoin d'argent extérieur pour financer la croissance. Moi, c'est le driver qu'on a toujours eu. C'est comment on génère suffisamment de cash et de résultats que pour être toujours au-dessus du retour sur capital employé qui permet de financer un taux de croissance soutenable. C'est-à-dire, en gros, est de combien ? Aujourd'hui... Pour faire ça en 20 ans, c'est quoi ? C'est 30-40% par an ? Alors, ça dépend. Je crois que sur les 10 premières années, on était pas loin de 100% par an, 80 par an en moyenne. Ensuite, on est tombé sur un rythme, on tournait à 40. Et après, c'est plus compliqué parce qu'au milieu, tu as le Covid, machin, etc. Mais cette année, on devrait tourner aux alentours de 25%, entre 20 et 25% d'organique. Pour les gens qui nous écoutent, c'est plus simple en effet de partir de 1 million à 2 millions. Tu fais 100% de croissance que quand tu es déjà à 700 millions. C'est un peu plus compliqué. J'ai une approche très opposée à ça. D'accord. La preuve dans les chiffres, c'est que c'est ça qui est passé. Tu fais plus 100% aujourd'hui, tu fais 25%. Oui, mais en fait, si tu réfléchis factuellement, c'est pas logique. Regarde. Non, mais c'est vraiment pas logique. C'est logique. Et non, regarde. C'est plus facile de gagner un client à 1 million que... moi, j'aurais envie de te dire, imagine, on travaille ensemble, j'aurais envie de te dire, donc ce que tu me dis, c'est qu'on fait 1 milliard, on a 1000 clients dans le monde, on a des références dans tous les sens, et c'est plus dur que quand on était tout seul. Ce que je te propose, c'est que tu vas donc partir du principe que tu es juste à côté, tu vas appeler les clients, t'inquiète, voilà, et donc si tu feras plus, ça marche pas. En fait, il y a vraiment une question d'état d'esprit. Je te garantis, c'est assez marrant, il y a une question d'état d'esprit, on s'auto-limite, et moi le premier, si tu regardes, tu dis 1 milliard, 20% de croissance, ça fait 200 millions. Ça commence à piquer un peu, c'est beaucoup. Et si tu le réduis unitairement sur ce que chacun fait au quotidien, finalement, voilà. Dans ces pays, si tu résumes à ça, c'est vrai que c'est plus Genève, c'est plus à 3 à Genève. Exactement. T'as raison. La différence qui est, effectivement, pour avoir fait des croissances comme ça, c'est qu'on a planté beaucoup de petites graines, à droite, à gauche, qui ensuite poussent. Tu vois, par exemple, j'étais en Amérique du Sud il n'y a pas très longtemps. Il y a 7 ans, on était 50 en Amérique du Sud. Aujourd'hui, on est 1500. Donc, tu vois, les petites graines qu'on a plantées au Brésil, au Chili, etc., ont bien poussé. Pour que tu aies une croissance globale, il faut continuer à planter ces petites graines. Il suffit par contre que tu aies un moment comme l'année du Covid, tu arrêtes de planter ta petite graine. Et donc, tu as un effet a posteriori, 4 ans, 5 ans plus tard, qui fait que c'est exactement, tu sais, tu as eu aussi des entreprises qui étaient assez grosses. Quand tu rates un recrutement, c'est pas juste un recrutement que tu as raté, c'est 1 an ou 2 ans et demi de plan d'activité complet où tu as un département où ça va être la galère. Tu as perdu. Et c'est 2 ans après. Et pour corriger ça, c'est galère. En parlant de ces sujets-là, qui sont des sujets d'actualité, tu parles de la Covid, tout ce qu'on a vu arriver avec ces droits de douane, avec un monde qui a complètement été bousculé par un grand pays qui est les États-Unis, et en tout cas avec une direction aux États-Unis qui a pris un angle très différent, très isolationniste. Toi, tu vois ça en étant dans tous ces pays-là, tu dis on va faire avec, tu dis à nouveau tout à l'heure 99% du temps tout va bien, je vais bien, tu dis juste ils sont furieux, c'est quoi toi ta sensation d'homme avec un grand H, d'être humain et de patron? Alors, c'est 2 choses assez radicalement différentes. Comment tu le vis l'un et l'autre? Si tu prends celle du dirigeant, c'est de se dire fondamentalement, si tu poses les choses rationnellement, que ton PIB mondial il fasse plus 2 ou moins 2, si toi tu fais 25, c'est pas ce qui va changer la perf. Tu feras peut-être 20 ou 30, mais c'est une question d'état d'esprit. Si tu commences à dire qu'on est dans une crise mondiale, c'est là où tu commences à paniquer et à baisser. Donc, il y a déjà une question d'état d'esprit. Donc ça, c'est le dirigeant qui est de dire, ça fait partie des aléas du business. En fait, moi, on a la chance, nous, de faire un métier dans lequel tu as des choses complexes, puisque tu as tes clients d'un côté, et de l'autre côté, tu as des équipes. Et en fait, c'est pas des produits. C'est des gens, avec tout ce que ça comporte derrière de complexité. Ça veut dire qu'en fait, nous, on est dans un métier dans lequel il n'y a jamais rien qui est facile, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que si ta situation économique, comme tout dirigeant d'ailleurs, elle est exceptionnelle, tu as un problème de talent. Si ta situation économique est moins bonne, tu as un problème de client.
mais tu as moins de problèmes de talent. Donc en fait, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours un avantage. Oui, mais il y a toujours un avantage. Il y a toujours un avantage. Et donc, il y aura forcément un avantage à ce qui se passe. Il faudra juste en tirer profit au bon moment. Exactement comme les taux d'intérêt sont hauts, tu as un avantage. Hein, les taux d'intérêt sont bas, tu as un autre avantage, etc. Donc ça, c'est le rôle du dirigeant. C'est d'abord, alors évidemment, d'anticiper sur ce que ça peut produire, parce que forcément, ça peut impacter certains clients et d'autres plus que là-dedans. Mais ça va créer des opportunités. On n'a pas encore regardé, mais probablement que le client aujourd'hui, si tu prends, j'étais à Watches & Wonders à Genève, là, dans l'industrie horlogère, la taxation des montres aux US et le marché chinois qui n'achètent plus vont contraindre les horlogers à se réinventer. Donc, ils ont besoin de toi. C'est une opportunité. Les 35% qui vont être faits. Donc, et comment ça se passera ? Je ne sais pas te répondre. Et ça, c'est les équipes qui le feront très bien là. Mais finalement, c'est comment on saisira l'opportunité qui en est derrière. Et en tant qu'homme ? En tant qu'homme, c'est une autre histoire. C'est complexe. C'est difficile de voir des comportements qui sont assez aberrants, qui sont pas rassurants dans un monde où le réarmement se fait un peu partout. C'est pas très rassurant. Voilà. Et accessoirement, ça crée une volatilité. C'est une façon de manager extrêmement violente et qui crée en plus une volatilité qui est bonne pour personne. T'aurais aimé que Doge, que les gens connaissent certainement, dont on a beaucoup parlé, qui a été l'outil utilisé par Trump, défini et construit par Musk pour rechallenger le monde des États-Unis et la relation avec toutes les entités fédérales pour la plupart. Et tu aurais aimé qu'ils t'appellent en disant « Mantoux, venez nous aider à définir ce que devrait être Doge ». Tant qu'on n'est pas apolitique, tant qu'on reste apolitique, aucun problème. Tant qu'on est apolitique, ça ne me pose pas de problème. Ça, c'est politique ou pas ? Tant qu'il n'y a pas de connotation politique. Est-ce que ça aurait été politique selon toi ? A priori, non. A priori, non. Donc, on parlait de Mantoux, tu parlais des 20%, 25%. Écoutez bien les équipes de Mantoux, c'est plutôt 25% qu'Olivier cette année que 20%. Mais les sacrifices que tu as amenés avec ça, déjà, c'est quoi t'as 1 milliard, c'est déjà, encore une fois, pour bien connaître le monde du conseil, ce que vous avez créé est quand même assez fou, hein, et c'est à Genève, mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font aussi en France. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça à Genève, il y a peut-être une raison. Parce qu'on y habitait. D'accord, c'est tout. Tout simplement. Mais exactement comme si toi, tu habitais à Neuilly, tu aurais monté une entreprise à Paris, et si tu habitais à Singapour, tu aurais démarré à Singapour. D'accord. Et habiter Genève, il y avait une raison particulière ? Non, on habitait juste en France voisine à l'époque. Donc oui, et il y avait une raison, puisqu'on habitait en Belgique, qu'on a adoré. J'ai eu 2 enfants, on a eu 2 enfants qui sont nés là-bas. Et le premier, Arthur, avait pas mal de problèmes de santé. Et en fait, on est allé vivre à côté de Genève parce que l'air y était plus sympathique. Et d'ailleurs, ça a effectivement marché. Il n'a plus eu de problème après. Et donc, en parlant de sacrifice, parce que c'est quand même quelque chose que parfois on oublie d'évoquer, quand on est dans des endroits où on dit la vie était évidemment facile, on réussit, mais je connais aucun entrepreneur qui n'a pas dû sacrifier des choses, quelles que soient ces choses-là. Toi, très tôt, d'ailleurs tu l'as assumé, tu l'as dit, en 2007, c'est l'année de naissance de Charlotte, et tu le dis, pendant une année, alors c'est des années très jeunes, tu la vois assez peu. Pas du tout. Pas du tout. Comment toi, après tu as réussi à reconsolider ça avec ton épouse qui elle-même a arrêté de travailler, s'occuper des enfants. Comment des années après, tu arrives à vivre ça ? Est-ce que votre discours est on crée des choses et on sait qu'il y aura forcément une incidence ? Est-ce que c'était plutôt sur les enfants ? C'était plutôt sur les amis ? C'était plutôt sur ton sport ? À quel moment tu dis ça va être un petit sacrifice ou un gros sacrifice ? Tu as réussi tu l'as verbalisé ? Écoute, c'est une bonne question. Je réfléchis au sujet. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait des sacrifices. C'est-à-dire que je te dirais que le plus gros sacrifice, en fait, c'est plutôt un certain nombre de choses que l'on a reportées parce que l'ensemble du cash que l'on avait, il a été consacré à la croissance de la boîte. Puisque contrairement... Souvent, les gens imaginent que le métier du conseil, c'est les métiers qui ne sont pas capitalistiques intensives, qui ne sont pas intenses capitalistiquement. Ce qui est vrai, on ne construit pas une centrale nucléaire. Ouais. En revanche, on a ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement qui est colossal et qui fait qu'en fait, il faut bien financer la différence entre les clients qui te payent et les équipes qui aiment bien être payées à la fin du mois.
alors que nos clients ont plutôt tendance à prendre un peu plus de à payer temps. beaucoup plus tard, voire dans certains pays au bout de 9 mois, 1 an, etc. Donc c'est le BFR dont tu parles. Exactement. Et donc ce BFR-là, aujourd'hui, c'est conséquent. Et donc pendant des années, quand tu fais 100% de croissance, ça consomme un sacré paquet de cash. Et donc il y a des choses qu'on a postponées dans notre vie perso. La salle de ciné. Ouais, alors salle de ciné, ça limite, mais non, puisqu'on avait déjà largement. J'en avais une avant de monter la société, puisque c'était une passion commune avec ma femme. Avec ton épouse. Donc voilà. Avant de monter Amaris, la première, on l'a fait en 2004. Ouais, donc vous avez fait. Mais par contre, effectivement, on avait un projet de refaire une propriété à côté, et on l'a fini 7 ans après. On a mis 10 ans à le faire. Quoi, c'est financé. Mais voilà. Et ça, c'est à la limite, c'est la seule chose, parce que finalement. Sur le reste, tu dirais où aujourd'hui, tes enfants vont pas taper à la porte en disant juste. J'ai ce moment-là, tu dis, j'aime bien le fait que tu t'as repoussé. Tu dis, mes gars, tu sais quoi, dans 5 ans, dans 10 ans, pas vraiment. Ou c'est pas. On avait une vie sympa quand même. Ouais. Donc, tu leur dis ça quand ils viennent te voir, tu dis. Mais ils ont non seulement ils l'ont jamais dit ou jamais. Je crois pas qu'ils l'aient pensé. Alors pour le coup, une seconde. Et ils ont une chouette vie. Une vie, mais est-ce que toi, tu te dis, tiens, à un certain moment. Il y a des choses que j'aurais pu faire si j'étais pas le patron d'une boîte qui fait 100% de croissance. Non, franchement, je crois pas parce que. Je sais pas, moi je trouve, si tu veux, que j'ai toujours work hard, play hard, quoi. Donc je travaille beaucoup, mais en même temps je passe du temps aussi avec eux, on fait plein de choses ensemble. T'arrives à trouver cette balance. Mais bon, après effectivement je dors pas beaucoup, et donc du coup ça fait un rythme intense, mais du coup ça permet de faire plus de choses, quoi. C'est... Un autre point essentiel en parlant de famille, un élément essentiel dans la construction, en tout cas dans la reconstruction, dans l'impact que ça a pu avoir votre famille, c'est une maladie très grave qu'a eu ton épouse, donc Annabelle, c'est un cancer. Là, on est en 2014. Oui. Et là, tu te souviens le jour, la minute où elle t'annonce ça ? À quel moment est-ce que tu dis tout de suite, 90 ans, on va s'en sortir ? Tu t'effondres ? Ah non, moi j'ai une approche très rationnelle des choses. Donc effectivement, oui, je me souviens. Et c'est une approche très rationnelle qui est de regarder factuellement ce que c'est, le danger, les risques, etc. etc. Et la survie potentielle. Exactement. Ou l'impact. Et finalement, parce que c'est pas le premier, elle en a eu plusieurs. En fait, c'est vrai que c'est complexe, mais d'avoir une approche rationnelle fait que tu regardes pas les choses avec la même perception ou les mêmes choses, ce qui à mon avis est à la fois cool parce que c'est ce qui permet de compenser, et en même temps énervant parce que l'autre se dit c'est gentil, mais c'est pas pareil, tu vois. Claire. Voilà. C'est pas que des chiffres, c'est pas que des données, c'est pas de la. Exactement, mais quand t'es carré et rationnel, tu lis pas les choses de la même façon. À l'intérieur de toi, là je te parle pas de discussion à ce moment-là, à l'intérieur de toi, quand tu as cette information-là, parce que tu es le chef de famille, parce que tu es le patron, parce que tu as un truc, tu montres aucun signe, toi, de faiblesse. À l'intérieur de toi, tu te poses quand même la question en disant juste, je peux la perdre ? Non. Non, parce que factuellement, en fait, les conséquences sont ultra pénibles, ultra lourdes, complexes, c'est pas sympa, c'est les médicaments, c'est l'hormonothérapie, etc. C'est pas cool. Mais rationnellement, j'ai pas cette approche-là. L'homme rationnel est avec nous. Oui, complètement. J'ai pas ce sujet-là. Donc toi, ce qui veut dire, si je continue là-dessus, tu ne crois pas, tu penses pas qu'il y a une vie après la vie. T'es trop rationnel pour penser à ça. Beaucoup trop rationnel. Ouais, d'accord. Beaucoup trop rationnel. Je suis trop simple, moi, je me casse pas. Je suis pas compliqué. Donc je me pose pas cette question. Tu poses pas la question. Et si tu la poses, tu l'évacues. On verra bien. C'est ça. Donc ta rationalité absolue. Parlons juste 2 minutes aussi d'Annabelle, de ça. Donc impact évidemment sur elle, sur la vie. Tu lui dis, elle en a eu malheureusement encore des rechutes, 4 en tout. Elle a créé une association. Peut-être que tu peux nous en parler un peu de ce qu'elle en a fait, de cette association, de ce moment-là, pour partager ça avec tellement d'autres femmes et d'hommes aussi. Mais en parlant des femmes là, parce que c'est un cancer du sein, mais c'est pas que ça aujourd'hui. Les cancers malheureusement. Ou c'est un système d'échange. Tu peux nous en dire 2 mots de l'assaut de alors, elle en parlerait encore mieux que moi. Bien sûr, mais allez. Mais au passage, pour le coup, quelque part, le fait d'avoir eu un cancer, et elle le dit, finalement, aura été un blessing, une bénédiction d'une certaine façon, parce que ça lui a permis de faire Hope, cette association qui l'éclate au quotidien, qui est sa passion, qui est son projet entrepreneurial à elle, qu'elle fait de façon assez admirable d'ailleurs. C'est assez amusant parce que elle a fait un post pour le 1er avril
Et son poste, c'était la série Netflix qui va sortir produit par Robert Redford, avec dedans Élodie Fontan, Thierry Lhermitte, Keanu Reeves, etc. Et en fait, elle a une capacité à embarquer les gens qui fait que les gens sont persuadés que c'est vrai. Qu'il y a vraiment une série Netflix sur... Et tu sais quoi, le pire, c'est qu'un jour, elle finira par y arriver à faire ce truc-là. Exactement comme elle a fait une comédie musicale, elle veut faire un film, etc. Donc, et c'est cette capacité, je crois, tu vois, qui est d'imaginer les futurs, et c'est ce qui rapproche l'entrepreneur ou l'artiste, d'imaginer un futur et de faire en sorte qu'il se produise. Et ça, c'est très cool. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Annabelle, n'hésitez pas à voir l'association qui s'appelle Hope. N'hésitez pas aussi d'écouter son podcast, parce qu'elle lance un podcast où elle va parler d'audace, d'envie. Ouais. Donc là aussi, pour les gens qui aiment écouter les podcasts et pauses, n'hésitez pas de trouver celui de Annabelle. Je continue. Dans ce podcast pause, on va aussi parler juste à tes amis, à des proches. Et puis parfois, on a des demandes ou des questions. Est-ce que tu as une question à poser à notre invité? Et là, on a eu la chance d'avoir des questions. Tu vas les entendre. On va commencer par cette première question qui n'est donc pas qu'une pause amicale, puisque c'est une pause familiale. On écoute la question de ton épouse, la femme de ta vie, Annabelle. Il était une fois 2 jeunes fougueux, Annabelle et Olivier. Je te vois sourire avec mon « Il était une fois ». Exactement. Nous nous sommes rencontrés il y a 28 ans. Alors, bien sûr, nous eûmes des orages, comme le dit Brel, des tempêtes, la maladie, des nuits blanches, des peurs du lendemain. Nous avons eu des enfants, des entreprises, des projets fous, et surtout, cette façon de tenir ensemble, même quand tout en guet. Je crois qu'on s'est beaucoup construit dans le respect de la passion de l'un et de l'autre. 28 ans, c'est beaucoup et en même temps, c'est peu. Alors la question que je vais te poser, c'est si tu devais écrire la suite de notre histoire, tu commencerais par quoi ? Bon, il faut que je commence par « Il était une fois », sinon je vais me faire engueuler. C'est clair, c'est forcément, ça. Et de le dire après ensuite « Once upon a time », forcément. Écrire la suite de l'histoire... En fait, ce qui devient complexe, et c'est un truc qu'elle verra bientôt, moi j'ai 50 ans, et donc j'ai passé 28 ans avec ma femme, ce qui est plus que ce que je n'ai vécu tout seul. Et encore, quand t'es bébé, tu te souviens pas de grand-chose. Donc en fait, c'est ma vie, en fait. Voilà. Et c'est sûr que t'arrives à un point où tu sais exactement ce que pense l'autre, etc. Donc ça, c'est extrêmement chouette, quoi. On a maintenant les enfants qui sont presque tous partis de la maison. Ça sera le cas pour Charlotte à partir de septembre. Et donc c'est chouette, on va pouvoir passer à un autre truc, ce sera des choses différentes. On va pouvoir être un peu moins contraint aussi sur un certain nombre de choses qu'on fait. Tu vois, tu disais on fait une fois par an du vélo ensemble, bon, on pourra faire un peu plus. Et partir en dernière minute à certains endroits, en fonction de la météo. Voilà. Donc voilà. Et après, derrière, en fait, fondamentalement, le premier sujet, c'est la santé, qui reste, c'est quand même le sujet numéro 1. Et faire en sorte que les enfants soient heureux, bien. Et puis après, derrière, voilà. Ça, c'est la suite de l'histoire. Ouais, et puis continuer à... En fait, on a la chance tous les deux d'avoir des choses qui nous passionnent, on s'éclate, on s'amuse, on aime ce qu'on fait. On a chacun, comme elle le disait, son terrain de jeu, tu vois, son environnement, son écosystème, et c'est chouette, quoi. C'est chouette. Et ça, c'est votre histoire à 2 et à 6 avec la famille. Si ça est la même question, plutôt sur la partie business. Mantoue, plus d'1 milliard, comme tu l'as expliqué, fortement rentable, une croissance. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est quoi l'étape d'après ? Est-ce que ton objectif, c'est, quand tu auras 60, c'est d'être à 2,5 milliards et puis à 4 milliards ? C'est quoi le sens ? Avant. C'est quoi le sens de ça, selon toi ? Tu as réussi à définir ça ? Parce que j'ai l'impression, quand je te parle, quand j'entends, tu avances, et puis tu te poses un nombre limité de questions là-dessus. C'est marrant, tu me fais penser à mon papa, comme ça, qui était une personne exceptionnelle dans le conseil et qui avançait, et extrêmement rationnel comme toi, avec une vision, tu vois, très binaire des choses, et ça fonctionnait, il a très bien réussi, et il était heureux dans ce qu'il faisait au quotidien. Mais la question que moi je le challengeais, ce que je te challenge aussi, c'est pourquoi ? Tu vois ? Et ce pourquoi, quand il y a autant de talent, autant d'influence possible, je comprends que tu veuilles essayer d'aider les gens de l'horlogerie peut-être à faire différemment, mais quand il y a autant d'intelligence et de passion, comment tu arrives à trouver ce point final, tu vois ? Et est-ce qu'il définit ce point final ?
Parce que je suis pas sûr point que 2 final, milliards soit... alors, point final, déjà, je te répondrai non. Non. J'avais écouté un talk qui était assez génial de Simon Sinek. Tout le monde connaît le fameux Start With Why. Il y en a un qui est beaucoup plus intéressant, qui est, je crois, Infinite Game ou quelque chose comme ça, qui est qu'en fait, il n'y a pas de numéro 1, de vainqueur ou de perdant. C'est stay in the game. C'est stay in the game. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, si tu réfléchis bien, je vais te dire une réponse avec plusieurs angles. Le premier, en gros, on est aujourd'hui dans le top 100 mondial, et un jour, on sera dans le top 10 mondial, et on aura réinventé notre métier, j'ai aucun doute là-dessus. Pour faire ça, il est très probable que ça soit plutôt la génération de mon top management qui a 35 ans, qui soit celle capable de le faire, plutôt que moi pour réinventer les choses. Donc ça, c'est le premier point. Voilà. Après, je pourrais te dire, si tu réfléchis bien, que Mantoux, on a un impact global. Parce que, tu vois, par exemple, on a fait l'application la plus utilisée au monde, 4 milliards d'utilisateurs, qui était le dashboard du Covid, par exemple. Je pourrais te dire, je sais pas moi, qu'on est SBTI compliant pour net zéro. Je pourrais te dire que, je sais pas moi, on a, j'en sais rien, enfin une centaine de personnes qu'on a connectées pour des projets Connect for Good, etc. Je pourrais te dire que, moi je crois en la technologie, donc on aide le monde à être meilleur pour demain. Voilà. Je pourrais te dire encore... Mais tu penses que ça, je pourrais dire qu'avec Aonia, mon fonds de venture, je finance des projets qui changent le monde. On finance Gringot, qui est une banque assez géniale. In Memory, je ne sais pas si tu connais Clémentine. Bien sûr. Voilà. On finance Home sur l'usage unique. Là. Donc on a plein de projets comme ça. En vrai, la question que tu me poses, moi, c'est pas ça qui, moi, me drive perso. Moi, ce qui m'éclate, c'est la même chose finalement que ce que tu fais avec les enfants, c'est l'aspect de la transmission. Ouais. Moi, ce que je trouve génial, c'est de me dire que, à mon petit niveau, quelque part, il y a une partie de gens à qui j'ai apporté quelque chose qui fait que j'ai un peu impacté et changé leur vie dans mes équipes et qui font que, tu vois, sur mon top 100 aujourd'hui, il y en a 72% qui ont commencé chez moi soit en stage, soit en VIE, soit à leur premier job et qui sont aujourd'hui au top 100 de la boîte et qui ont 35 ans ou 30 ans. Voilà, moi ça me fait kiffer parce que je me dis quelque part, j'aurais un peu changé leur vie. Voilà. Voilà, là, t'as ton pourquoi. Toi, c'est la transmission. Ton truc, c'est la transmission. Ouais, c'est ça. Ce que t'as pas eu de la part de ton papa, que t'as pas eu le premier boulot chez Altran. En fait, c'est pas que de mon père, de façon générale. Tu l'as pas eu, toi. J'aurais aimé j'aurais aimé connaître un peu plus le monde de l'entreprise avant, parce que d'abord, j'aurais probablement pas fait une école d'ingénieur, mais en même temps, parce que... Mais ça t'amène là aujourd'hui. Hein. Peut-être, t'en sais rien. Ouais, enfin, t'as raison. On n'en sait rien. Et voilà. Mais tu vois, ça, quelque part, c'est ça. Moi, je trouve ça chouette. En fait, j'ai eu la chance, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, j'ai eu la chance de démarrer ma carrière tôt. J'avais 22 ans quand j'ai démarré. Et j'ai démarré dans une boîte qui m'a vraiment fait confiance, pour le coup. Et c'est quelque chose que j'ai toujours reproduit après. Parce que, si tu veux, tu vois, je viens d'avoir 50 ans. Moi, je considère que je suis heureux dans la vie. Et je trouve que pour être heureux, c'est en fait de faire tous les jours un petit peu plus qu'avant, d'apprendre quelque chose de différent, etc. De faire en sorte que ton quotidien il soit chouette. Et bien pour ça, quelque part, ça veut dire que l'environnement qu'on a créé chez Mantoux, moi je trouve que pour une partie de gens, pas toujours, certaines personnes, voilà, mais pour une partie de personnes, ces gens-là, quelque part, ça leur donne un cadre pour aller, l'espèce d'exosquelette pour se réaliser. Et j'espère que ces gens-là, quand ils auront 50 ans, se diront c'était vraiment chouette. Quoi. C'est une chouette aventure. Et tu penses, parce que merci de cette réponse, parce que on sent déjà la passion que tu as quand tu parles de ça. Et c'est vrai que c'est une question importante. Pas qu'à 50 ans, n'importe quel moment dans nos vies, peut-être un peu plus simple. Général, on arrive à 40 et 50 ans, c'est des marqueurs où il faut la définir. Tu la photo, ouais. Et c'est vrai que c'est la question que je me posais, parce que tu vois, j'ai appris à connaître ton groupe, à voir ce que vous avez pu créer. Et c'est vrai que je me posais cette question-là, je me permets de te la poser en disant juste, cette croissance est très belle. Et après, de nouveau, tout est écoutable. Nous, c'est d'être faire 3 milliards, 5 milliards dans les 10 premiers, mais qui est-ce qui est d'autre en toi en tant que patron ? Et j'entends, parce que j'ai beaucoup entendu ça dans tes équipes, qui disaient la volonté de mettre en avant justement une certaine jeunesse, la capacité à comprendre cette jeunesse, la volonté à partager avec ces jeunes-là. Et on va pas faire de thérapie de comptoir. Je pense que quoi qu'on ait dans nos vies, en particulier nos parents, ceux qui nous donnent, ou nos proches, je pense qu'on essaye de faire ce qu'on n'a parfois pas eu, ou on essaye, tu vois, d'être une je veux pas dire qu'on est le négatif de ce qu'on a eu plus jeune, mais en tout cas, on essaie de se construire aussi par rapport à nos propres traumas, et elles existent à chaque fois, chez toute personne, et c'est totalement normal. On va continuer avec une pause, mais cette fois,
une pause entrepreneur, parce que encore une fois, on le voit, tu as plein d'idées, tu fais plein de choses, tu as créé une entreprise assez géniale, tu es resté dans cette entreprise. Moi, c'est vrai que moi, j'ai fait les choses différemment de toi. J'ai créé une entreprise, puis j'en ai créé une deuxième et troisième. Donc moi, je suis jamais resté aussi longtemps que toi dans ces entreprises. Donc c'est un modèle différent. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on parle de ça. Donc j'ai ce livre qui s'appelle Ose, qui est Tout le monde peut devenir entrepreneur. Est-ce que c'est totalement vrai? En tout cas, je pense que il faut redéfinir ce qu'est l'entrepreneur. Entrepreneur de sa vie, oui. Entrepreneur de sa vie, de certaines décisions. Mais justement, je vais te poser quelques questions qui sont dans ce livre et voir qu'est-ce que toi tu en penses. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier livre, le dernier qui s'appelle Pause sur la vie. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, dis donc... Qui n'est pas dans cette meilleure bibliothèque. Mais voilà, Pause, celui-là, c'était celui d'avant sur l'entrepreneuriat. Et donc des questions qui vont te paraître totalement légitimes pour toi, mais tu vas essayer de me répondre par rapport à ce que toi tu penses et ce qui est écrit dans le livre. On commence par l'étude de marché. Une étude de marché pour toi, c'est un outil indispensable avant de se lancer ou optionnel selon toi? Jamais fait. On n'a jamais fait une seule dans aucun pays. T'as jamais Donc c'est fait... la réponse. Jamais une seule. Avant de rentrer dans un pays? C'est ça que tu veux dire? Avant de lancer un business non plus. Avant de lancer un business? Non, jamais. Et pourtant, ça a l'air d'avoir bien fonctionné. A priori. Parfois, tu te dis quand même, il faudrait faire des options. Non, même pas. Non, parce que je crois au fait que celui qui veut lancer quelque chose, c'est à lui de sentir s'il y a un marché ou pas. Parce que des études de marché, quelque part. Et puis même, si tu réfléchis bien, j'ai plus les chiffres, mais je crois que Facebook, c'était le 14e réseau social. T'as Thomas Edison qui disait, tu sais, 1% de transpiration, 1% d'aspiration, 99% de transpiration. Ouais, bien sûr. Michael Lester, le patron de Disney, disait pareil. En vrai, c'est l'exécution qui compte. Ouais. C'est l'exécution qui compte. En fait, c'est le travail, t'as raison. Moi, je dis souvent, tu vois, on est 99% de talent, 1% de talent, 80% de travail dans l'océan de la réussite. Et ceci étant, moi, je pense, en tout cas, moi, j'ai fait l'inverse de toi. Toutes mes entreprises que j'ai pu monter, j'ai fait une vraie étude de marché. Alors, étude de marché, de nouveau, aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes. T'as regardé les opportunités qui existaient pour aller derrière dérouler. Dans le dur. Dans le dur. Et ça, je te prends l'exemple d'Infinite. Je ne connais rien en pré-étudiant. Si je me lance sans connaître pré-étudiant, ça peut être compliqué. Et donc, je suis allé voir beaucoup de présidents d'université, beaucoup de boursiers, ainsi que des gouvernants pour dire comment ça marche. Mais c'est toi qui l'as fait. C'est sûr. Voilà, je vais nuancer là-dessus. Donc en fait, c'est pas une étude de marché, c'est toi qui as regardé. Et c'est celui qui fait. Voilà, je ne crois pas à l'étude On continue. externe. Souvent, les gens t'ont posé la question, j'en suis persuadé. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans ta réussite? Est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est la qualité du produit? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la quantité de travail? Pour toi, c'est quoi? Tu vas me dire les 4 sont importants, mais c'est quoi pour toi le plus important? Donc tu m'as dit timing. Timing. Donc il y a un coup de chance, mais non. Ok. Qualité du produit. Qualité du produit. Non. Bonne équipe. Bonne équipe. Masse du travail. Et masse du travail. Si tu me demandes de choisir entre les deux, c'est compliqué. C'est le dernier. Si t'as une bonne équipe, fondamentalement, ça marchera. Par contre, une bonne équipe qui bosse pas, en fait, elle marchera, mais 2 fois moins que celle qui bosse plus, quoi. C'est les lois de la physique. Tu te souviens de ça? Je peux te raconter. En fait, je crois qu'on a, à mon avis, chez Manitou, on a 2 succès. Enfin, pardon, on a 2 records dans l'histoire économique. Il y en a un qui est positif et un qui est négatif. Le positif, c'est que je pense... Enfin, on est dans le top 3 des entreprises qui ont ouvert des pays dans 50 bureaux dans le monde le plus vite de l'histoire économique. À part Uber, on est, je pense, le numéro 2. Ça, c'est le 1. Je pense que j'ai le plus gros fail de l'histoire. 300 milliards de fail, quand même. En 2017, on investissait 2 millions d'euros par an et une vingtaine de personnes sur une technologie qu'on appelle aujourd'hui les LLM. Donc c'était 5 ans avant la sortie par OpenAI de ChatGPT, 7 ans avant la sortie de Mistral. Donc ChatGPT vaut aujourd'hui 300 milliards. C'est pour ça, en fait, t'as pas vraiment... Donc c'est un coup d'opportunité, c'est un gain que tu n'as pas eu. Alors juste pour info, nous, on est actionnaires nous de Mistral, qui est une très jolie boîte. Quand je les ai vus, quand ils ont démarré, ils étaient 3. Ils ont levé 100 millions la première fois. 6 mois plus tard, ils étaient 28 quand ils ont levé 385 millions. Et aujourd'hui, la boîte vaut 2 milliards. Nous, pendant 5 ans, on a eu 20 personnes qui travaillaient là-dessus. Et on n'a pas sorti ça. Et donc l'exécution, c'est ça le sujet. Et la réalité, pourquoi on l'a raté? Parce qu'en fait, l'idée était bonne. C'était vraiment... voilà. Encore une fois, je suis informaticien. L'intelligence artificielle, au passage, on l'a vu à l'école il y a très longtemps. C'est pas nouveau. C'est juste la puissance de calcul et le reste qui permet. Anyway, on a quand même, pendant 5 ans, dépensé ce qui, aujourd'hui, si tu l'avais fait en 2022 correctement, ou 2020, te donnait ChatGPT, enfin OpenAI, Anthropic. Voilà, donc c'est l'exécution qui compte. C'est l'exécution. Et l'exécution, elle vient de l'équipe. Tu aurais été plus heureux? Non.
Non, j'ai pas de regret, tu vois, je vais voir pour le coup. Mais je pense que je pourrais un jour détenir le record du... J'en ai parlé il y a pas très longtemps aux équipes, du plus gros fail. C'est pas vraiment fail. En fait. Ah bah si, c'est quand même un bon fail. Hein. T'as vu quelque chose, oui. Ah bah si, quand même. Non seulement on a poussé le truc, on a staffé 20 personnes, on a mis 2 millions par an en R&D. Ouais, c'est un gros fail quand même. Ouais, c'est un gros fail. En parlant mais je vis très bien avec. Ouais, c'est clair. En parlant d'entrepreneuriat et d'optimisme, toi, on le voit dans le sourire que tu as, c'est quelque chose en toi, cet optimisme. Est-ce que ce optimisme veut dire quand même que tu peux douter ou ça remplace le doute et... Non, tu doutes, ouais, ça. Bah, heureusement. Non, heureusement quand même. Tu doutes ? Si, mais le doute, c'est... si je te prends une image... Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, que j'ai lu, parce que j'ai lu beaucoup de science-fiction quand j'étais môme. Et il y en a un qui est plus connu, emblématique, c'est Fondation, de Frank Herbert. Et dans Fondation, c'est les mathématiques de la psychohistoire. Je ne sais pas si tu l'as lu. Donc c'est les mathématiques de la psychohistoire, et donc c'est l'histoire de Harry Seldon, qui est capable de prévoir plusieurs types de futurs, parce que, tu vois, t'imagines une espèce de scénario avec plein de branches, et d'identifier les branches. En fait, c'est ça l'entrepreneur, c'est d'identifier le plus de branches possibles de ton futur, de calculer la probabilité, ou pas le calculer, mais en tout cas d'estimer la probabilité, et d'aller dans une direction et d'embarquer les gens dans la direction. Tu pourras te tromper, ça arrive, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le bouquin, avec le mulet qui modifie les plans, donc tu as l'incertitude. Donc le doute, c'est ce qui fait que tu dis, mais est-ce que ça c'est bien, et de planifier les scénarios, c'est ça le doute. En revanche, une fois que tu as décidé, c'est bon, on y va, quoi. Et surtout, d'aller vite dans la décision. Très vite. En parlant de décision, quelle a été la décision la plus folle que tu as prise ? Avec un peu de recul, tu te dis, waouh, je l'ai vraiment fait ? D'hypothéquer ma maison, c'était déjà pas mal. Ça, c'était déjà pas mal en 2009. Pour le coup, j'ai fait all-in. Non. Non, mais c'est pas parce que je voulais lui cacher quoi que ce soit. Tu dis pas l'inquiéter. Non, puis même, c'est pas... Ça va passer, tu dis, ça passera. Ah non, mais c'est même pas ça, c'est que c'est pas des considérations qui l'intéressent plus que ça. Donc ça, je pense que c'était pas mal. Après, la décision la plus folle, qu'est-ce qu'on a pris comme décision folle professionnelle ? C'est souvent une décision que tu prends alors que t'es le seul à vouloir la prendre dans l'entreprise et que t'as une conviction très forte. Et le danger, c'est quelle est la différence entre celle-là que tu prends et qui est la bonne, versus celle que tu vas prendre et tout le monde te dit tu fais une connerie. Donc c'est cet équilibre-là. On a racheté une boîte en 2016. C'est de ta décision à toi. Ouais, très clairement. Et qui était un fail ? Non, on va faire 400 ou 500 millions avec. Donc c'est pas un fail. Folle positive. Ouais, enfin à l'époque, c'était un achat qui n'était pas raisonnable. D'accord. Pas raisonnable. C'est à peu près un des rares achats qu'on a fait d'ailleurs, parce qu'on n'a que de la croissance organique, mais voilà. C'était pas raisonnable. On a payé très cher pour ce que c'était. Voilà. Mais bon, 8 ans après, 10 ans après, ça fonctionne. Le nom, pour toi, Amaris, vous avez passé en Mantoue. Pour toi, c'est clé pour le succès d'une entreprise ou pas vraiment, mais voilà, il faut avoir le .com, il faut que ça parle dans plusieurs pays. Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Non, si, c'est important. C'est important parce que, tiens, je vais prendre un parallèle. Autant sur Hope, l'association de ma femme, j'ai à peu près rien fait. En revanche, le nom, c'est moi. Et à l'époque, je lui avais dit, tu trouves un nom en anglais et qui marche parce que tu vas faire un truc à grande échelle. Voilà. Et le nom, aujourd'hui, est un nom qui marche bien. Donc, bon, après, c'est pas non plus rocket science, hein, Hope. C'est pas mal, il fallait trouver quand même dans ce monde. Ouais, tu vois. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Mais voilà, donc non, le nom, en fait, quand on a démarré à Amaris, on cherchait un nom qui était par un A, pour être dans les débuts de listing. Voilà, c'est basique. Classique, hein, voilà. À l'époque, surtout. Exactement, surtout à l'époque. Moi, j'avais A2X. J'avais monté, tu vois. C'est pas mal. C'est toujours pareil. Donc là, qui ne veuille rien dire dans aucune langue, parce que moi j'avais été assez frappé des erreurs qui pouvaient se poser avec des marques comme par exemple Peugeot en Chine, qui veut dire, en gros, ça veut dire prostituée, quoi. Enfin, fille de petite vertu, je crois, de mémoire. Ou je crois que c'est le Coleos en portugais qui veut dire les cocoguettes ou un truc comme ça. Bon, bref. Ou le Pajero plutôt, je crois. Donc voilà, donc c'était un nom qui voulait rien dire. Et Amaris, ça veut dire la promesse de Dieu en hébreu, je vis avec. Et ça veut dire, et c'est le plus que parfait. C'est beau. Ouais. Il n'y a pas d'aspect religieux, et le plus que parfait du verbe aimer en latin, je vis très bien avec. Voilà, tu vois, c'est nickel. Pas mal. Voilà. Et ça n'a pas de signification. Et .com ? Ouais. Voilà, t'as compris. En gros, la marque était dispo et le .com était dispo. Voilà. Il n'y avait pas de bad buzz sur ce. Et ce qui est complexe, hein. Et pourquoi Mantoue alors 2019 ? Parce qu'en fait, si tu veux, on a commencé à déployer plein d'activités différentes, et donc tu te retrouves avec
aussi bien tu vas faire par exemple la raison d'être d'une entreprise comme, je sais pas moi, Orange ou Conto, et en même temps, tu vas faire une plateforme d'intermédiation d'achat de prestations intellectuelles, en même temps que tu fais du conseil en informatique, en même temps que tu as la moitié des écuries de Formule 1 où on travaille sur le moteur et l'aérodynamique, si tu veux, il te faut un nom global parce que tu peux pas vendre avec le même nom. Donc on a gardé Amaris, qui existe toujours, c'est Amaris Consulting, et on a mis Mantoux comme marque ombrelle, comme le serait Procter & Gamble. Là, vous avez travaillé avec une agence, vous avez... Avec la nôtre. Avec la vôtre. C'est facile. Ça. Et le nom a été choisi par, et notamment le nom et les couleurs ont été choisis par les équipes qui étaient les plus jeunes à l'époque dans le COMEX et qui avaient une trentaine d'années. Et donc nous, on s'est contenté de les laisser choisir un nom et les couleurs. Quelle est la qualité que tu retrouves absolument à chaque fois chez des bons entrepreneurs ? Alors, si je veux en sortir, je sais pas. Alors tiens, c'est intéressant. Je dirais, bon, la résilience, ça c'est sûr. La capacité à dessiner un futur et à se dire que c'est possible. Je me souviens de quelqu'un un jour qui m'avait dit, quand on avait acheté une ruine, et nous on voyait très bien la maison que ça pouvait devenir, et les gens te disent mais c'est quoi votre ruine ? Et toi tu la vois, quoi, tu vois. Donc ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme qualité d'un vrai entrepreneur ? De l'écoute. De la curiosité. Et le défaut que tu as souvent vu, quand tu finances, parce qu'on n'a pas parlé, tu as parlé rapidement tout à l'heure d'un fonds d'investissement, tu finances des entreprises, des entrepreneurs. Quelle est celle où parfois tu investis pas forcément, ou tu investis, ou tu dis juste, elle est récurrente cette erreur-là, ou ce défaut-là de... Il y en a deux. Il y en a deux. Le premier, c'est... En fait, tu vois, tu parlais de doute tout à l'heure. Au-delà de doute, c'est l'entrepreneur qui te dit... Tiens, ça m'intéresse de te poser des questions sur un sujet et qui va le faire avec 10 personnes. Celui-là, tu sais qu'il va réussir parce qu'il se pose des questions, il réfléchit et il se challenge lui-même. Donc, il doute. Ouais. Celui-là, probablement qu'il va réfléchir. Celui qui t'appelle jamais, pas une fois, alors qu'il t'a dit ça serait génial parce que ça apporterait ça, tu dis ok, bon, laisse tomber. Ça marchera, mais c'est plus compliqué. Ça, c'est la première. Et la deuxième, elle est plus pragmatique. Elle est le fait de pas mettre les people au centre de ta préoccupation quand c'est ta préoccupation et que ça doit être le cas. Je m'explique. Souvent, tu vois des startups, quand on les finance, on a 70 lignes, donc ça commence à être pas mal, où tu poses la question, c'est quoi ton plus gros problème aujourd'hui ? On te dit, c'est recruter mon CMO, recruter mon CTO. Tu dis, ok, tu passes combien de temps par semaine dessus ? Une demi-heure. Ah. Ouais. Et ça, c'est l'erreur. C'est qu'en fait, des éléments par rapport à ce qui est vraiment important. Parce que tu sous-traites une partie de ce job-là, alors qu'en fait, c'est toi qui vas faire la différence de savoir qui t'as envie de recruter, pourquoi le petit Alexandre Mars, quand il sortait de l'école, c'était celui que j'avais envie d'avoir dans mon bureau versus l'autre, en fait. On parlait tout à l'heure de technologie et d'outils, de plateformes. Quelle est la dernière, toi, technologie ou plateforme ou application qui t'a impressionné ? Forcément, c'est autour de l'AI. Ce qui sort, si tu prends... les dernières versions de génération d'images, c'est assez hallucinant, que ça soit Anthropic, que ça soit Mistral, Claude ou ChatGPT, c'est assez hallucinant. Je crois que c'est essentiellement ça. Après, j'ai vu une vidéo de ce que SpaceX est en train de préparer pour rentabiliser les vols de fusées pour financer les fusées sur Mars. Ouais, c'est quand même assez hallucinant. Du point de vue technologique, c'est assez hallucinant. Et toi, on revient, il y a quelques années de ça, tu sors de M Liens aujourd'hui, tu pars quelque part, tu n'as pas de problème de financement, parce que là, tu sais que tu peux prendre un peu de temps. Tu ferais quoi ? Tu partirais travailler chez Mantoux, tu irais plutôt chez McKinsey, tu montrais ton entreprise, tu irais absolument aux États-Unis, tu resterais à Genève ou à Paris. Ce serait quoi, en gros, ce que tu conseillerais à tes enfants ? Alors déjà, pour les enfants qui fassent quelque chose qui les éclate et dans lequel ils y vont à fond et qu'ils le fassent correctement, quel que soit le truc. Mais à fond, pas en mode touriste. Ils ont ça en eux ? J'espère, je pense, je crois. Ouais. Ils veulent pas vous plaire. Ils veulent pas faire comme il faut faire, business ça. S'ils veulent faire de la course automobile, ils pourraient faire de la course automobile. C'est exactement le cas. Tu peux difficilement trouver un meilleur exemple puisque c'est le cas c'est le cas d'Arthur. Ouais, exactement. Donc c'est un bon exemple. Non, moi ce que j'ai toujours fait... Sauf que tu n'aurais pas pu faire toi à 25 ans. Ah non. On est d'accord. Donc là, tu dis, tu as une passion, tu es bon. Essaye, mais par contre, les objectifs, KPI, target,
et tu te donnes un objectif et tu te tiens à ton objectif, et si ça marche pas, tu regardes réalistiquement si t'es bon ou t'es pas bon. La seule chose sur laquelle c'est ayez un diplôme, parce que c'est le sésame qui laisse les portes ouvertes. C'est pas tant le diplôme, mais c'est exactement. De même que, je te dis, on a financé, je te disais tout à l'heure, on a financé un film qui est fait par une productrice qui est assez géniale. Elle a un chouette diplôme, ça n'empêche pas d'être productrice de film après, mais forcément... On parle du biopic de De Gaulle, c'est ça, hein. Ouais, du film de De Gaulle que Axel Boucaille a produit. Bah, en fait, ton champ est plus large. Et j'ai même pas parlé, tout à l'heure on a parlé, j'ai même pas parlé du réseau, qui quand même est contributeur dans les grandes écoles, de façon large. Voilà. Mais ça te donne un set de compétences qui est plus large, c'est tout, quoi. Donc cinéma, on en parlait tout à l'heure, tu en as parlé plusieurs fois, je parlais d'une salle, tu parlais de ton amour aussi pour ça, je crois que c'est un amour aussi, un lien qui est très fort avec ton épouse sur le cinéma. Toi, je crois que ton film préféré, ou je crois même que tu aimes bien la collection en fait des James Bond, c'est ton truc, c'est ça, c'est ça? Ouais, j'aime beaucoup. T'en as quelques-uns, j'aime beaucoup James Bond, effectivement. T'as la DB, t'as des choses, t'as collectionné des artefacts. Ouais, j'ai quelques éditions originales de Ian Fleming, celle de Casino Royale notamment. J'ai quelques trucs. Oui, j'aime beaucoup. Tu t'imagines quel va être le prochain James Bond, alors t'as une idée ou pas? Aucune idée. Il y a une question en ce moment, savoir qui va être le prochain James Bond. On attend ça avec impatience, puisque malheureusement, les studios ont été rachetés par Amazon. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le 26e opus sera indicateur de ce que ça deviendra. Exactement. On va continuer avec une autre pause amicale. Là, on parlait tout à l'heure des gens que tu as fait grandir dans ton organisation, et c'est pas uniquement des mots, parce qu'ils existent réellement, j'en ai rencontré, j'ai pu parler avec eux. Là, on va écouter cette pause amicale de quelqu'un qui a grandi, qui gère un certain nombre de choses chez toi, aussi bien chez Mantoux que dans ton fonds d'investissement. On entend donc parler de Bruno. Salut Olivier, c'est Bruno. Olivier, t'es quelqu'un qui aime les défis. Le dernier défi en date, c'était de mettre sur un vélo pour monter en haut du Pico Veleta, qui est le plus haut col d'Europe à faire en vélo. Du coup, j'aimerais te poser une question un peu défi. Et cette question, c'est quel grand-père seras-tu? Oh, le Allez, salaud. bon podcast. Salut. Ça venait du cœur, hein. Mais Bruno oui, Febvre. oui. Bruno, effectivement, ça fait maintenant 10 ans qu'on bosse ensemble. Il va bientôt il fête ses 35 ans en juin, le 13 juin, je crois, ou un truc comme ça. Et effectivement, je l'ai traîné sur un vélo pour aller monter. C'est 2007 de dénivelé, c'est 45 km de montée de suite, donc 5 heures. Donc pour la première fois, c'est sympa. On était une quinzaine. Et il me charrie tous. Et c'est pas en vélo électrique. Non. Alors il avait un électrique, mais très franchement, quand tu fais cette distance, en fait, ton électrique, il fait juste compenser le poids du vélo, et franchement, ça change pas grand-chose. Ouais. Et du coup, effectivement, mes enfants sont assez jeunes, les équipes sont jeunes, donc effectivement, ils se foutent de nous, parce qu'à 50 ans, quand on a 35, t'es le papy, quoi. Quel grand-père. Mais tu leur montres que tu seras le premier en haut du col. Ah non, pour le coup, je suis pas le premier, loin de là. Non, c'est pas la performance contre les autres m'intéresse pas, c'est celle contre moi-même qui m'intéresse quand tu fais du vélo. Parce que franchement, c'est d'arriver en haut. Non, mais d'arriver en haut, oui, bien sûr. Mais quand tu fais le Mont Ventoux, tu vois, le Mont Ventoux, je l'ai fait, je sais pas, une quinzaine de fois. Tu le battons encore à chaque fois. Oui, bien sûr, quoi. T'essayes d'être un tout petit peu mieux qu'avant. Ah, d'accord. Ah oui, quand même. D'accord. Mais par contre, si tu veux, je suis loin. C'est bien d'être. On sait toujours qu'on est le pauvre de quelqu'un. Il y a toujours des gens bien meilleurs que nous. Ouais. Donc voilà. Tu trouves des bien meilleurs que toi sur le business, dans ton secteur d'activité? Ah, mais alors, un truc que je trouve exceptionnel. Tu sais, j'ai eu la chance de gagner le prix EY de l'entrepreneur de l'année en Suisse en 2016. Et en fait, c'est génial parce que tu as une espèce de compétition mondiale de ceux qui ont gagné dans les 55 pays. Et là, tu te rends compte que tu peux... Il y en a des bons. Non, mais c'est pas qu'il y en a des bons. Tu te rends compte à quel point t'es pas très bon quand même, objectivement. Je me souviens notamment la première fois où j'y suis allé, il y avait Nick Mowbray, qui est néo-zélandais, et Nick, il était à Hong Kong, il gagnait $1 par jour. Il a monté une boîte de jouets qui s'appelle Zuru, Z-U-R-U, qui doit faire aujourd'hui 2 milliards de chiffre d'affaires, je pense. Il a fait ça, il a 35 ans, Nick, 34. Il a la plus grosse usine automatisée de jouets au monde, et c'est un concurrent de Hasbro, Mattel, enfin tu vois, et là, et à l'époque, quand je l'ai vu, il devait faire, je sais pas, peut-être 1 milliard de chiffre d'affaires, il dégageait 200 millions de résultats, et je devais faire 200 millions de CA, donc tu rentres en disant, bon allez, au boulot, on va bosser. Moi j'aime bien ça. C'est devenu un client? Ben même pas, tu vois.
J'y ai même pas pensé. Tu Faut que je as rappelle. pensé, dis donc. Non. Ça m'étonne. Non, tu Donc vois, alors, j'y ai pas pensé. Mais tu vois, quel type de grand-père dans quel type de grand-père je serais? Écoute, j'espère déjà être un grand-père en vie, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est important. Ça, c'est le premier point. En bonne santé. Ensuite, tu vois, tu parlais de défis. Je pense que il y a le Mauna Kea qui est pas mal. Tu vois ce que c'est? C'est le mont à Hawaï, 4 km de montée. Donc, d'être capable encore de continuer à pouvoir faire avec des petits-enfants, ce que j'arrive à faire encore avec mes enfants, qui est d'aller faire du ski, du vélo, des trucs... voilà, ça, c'est chouette, quoi. Être dehors. Ouais. Notre question, quel est l'endroit, quand tu as envie de faire une pause, quand tu as envie d'être justement avec toi-même, tu dis, c'est là où j'aime être. C'est quoi? C'est où cet endroit? Il existe? Tu tournes? Il y a un endroit dans le monde? Est-ce que c'est de côté de Montpellier ou non, pas du tout. Non, Montpellier, j'y suis né. Ouais, bien sûr. J'étais très renseigné. Junas, il faut connaître. Hein, c'est une petite bourgade. Oui, c'est tout petit. Réunion, pas du tout, hein, parce que une pas du tout. Là-bas, non. Toi, tu te sens plutôt lyonnais? Je me sens lyonnais, mais maintenant, ça fait tellement longtemps que je suis parti. Oui, je suis lyonnais de cœur. J'ai vécu mon adolescence et mon enfance et la vie d'étudiant là-bas, donc c'était génial. Aujourd'hui, j'aime bien y aller, mais c'est plus chez moi. Je suis parti, j'avais 21 ans, donc c'est plus chez moi. Non, enfin vraiment pour le coup, Genève et la région où on habite, c'est sur chouette, le vélo, quoi. Quand t'as besoin de te ressourcer, t'es sur le vélo, c'est ça? Oui, mais je te dirais, c'est en vélo avec des copains, quoi. Ça, c'est génial. Mais quand tu peux être un peu tout seul, ça t'arrive d'arriver à être tout seul? Oui. En fait, si tu veux, moi je me couche à 2h du matin. Ouais. Donc là, t'as une partie où t'es tranquille quand même. En général, de 11h30 minuit à 2h du matin, il n'y a pas grand monde quand même. Hein. Non, mais ouais. Donc voilà. Et sinon, moi j'aime bien, effectivement, j'aime bien faire du vélo et j'aime bien faire ça avec des copains. Ça me plaît, ouais. Ça. Dernière question, puisque maintenant que tu as vécu ce moment avec moi, qui t'aimerais que j'invite ici? Qui dit j'aimerais bien avoir quelqu'un à ma place qui raconte sa propre trajectoire? T'as quelqu'un comme ça en tête? Alain Prost. Alain Prost. Et oui, parce que on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il adore le vélo, hein, tu dois peut-être... mais on ne s'est pas croisés encore. Et je trouve que l'histoire est assez incroyable. Et qu'il y a un côté... Tu vois, quand tu regardes les Sénat est toujours évidemment mis en avant comme ça, et tu as un côté injuste, quelque part, à ça, de quelqu'un que je trouve probablement l'un des plus grands professionnels de son métier qui ait été. Donc ouais, ça serait sympa si tu arrives à voir Alain Prost. On va lui proposer. Hein? Merci beaucoup, Olivier, pour le temps que tu as passé avec nous aujourd'hui. Merci Alexandre, c'est un plaisir. Un plaisir. Merci à toi. Excellent. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.